Parlons d'Europe avec la Maison de l'Europe des Yvelines sur Sensation, avec le soutien financier de l'Union européenne. Bonjour Mathis. Bonjour Sarah. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Parlons d'Europe, une émission qui s'inscrit dans le cadre de la conférence sur l'avenir de l'Europe et de la grande consultation citoyenne qui est actuellement en cours. Et vous êtes d'ailleurs invité à donner votre avis et à partager vos idées sur la plateforme numérique futureu.europa.eu. Thème de ce numéro, les droits LGBT dans l'Union européenne. Mathis? Oui Sarah, quelques exemples avant. Les Pays-Bas sont le premier pays à avoir autorisé le mariage homosexuel. Le Danemark a lui été le premier pays européen et même au monde à accepter que les couples homosexuels adoptent des enfants. Globalement, on le verra, les droits des personnes LGBT continuent d'avancer. Même si 43% des personnes LGBT vivant dans l'Union européenne se sont senties discriminées au moins une fois dans les 12 derniers mois, d'après l'Agence européenne des droits fondamentaux. Cette émission se veut interactive, elle a été préparée à travers un atelier radio par des collégiens, des lycéens et des étudiants, des jeunes qui sont aussi allés à votre rencontre. Vous le verrez, nos invités répondront aux questions que vous posez et puis nous relayerons aussi les questions que vous nous avez posées sur les réseaux sociaux. Nos invités justement dans un instant, Evelyn Regner, l'eurodéputée autrichienne et présidente de la Commission des droits des femmes et de l'égalité des genres. Irène Toléré, l'eurodéputée française et membre suppléante de la Commission des droits des femmes et de l'égalité des genres. Rémi Gastali, président délégué de Gaylib, mouvement libéral et humaniste, associé à Mouvement Radical et cofondateur de LGBTI Liberals of Europe. Et pour commencer, nous recevons Olivier Janouix, responsable d'Europe Direct Saint-Germain-en-Laye. Bonjour Olivier Janouix. Bonjour. Alors Olivier, je vous propose d'écouter dans un premier temps ce micro-trottoir. Raphaël, élève du collège Blaise Pascal de Plaisir dans les Yvelines, est allé vous demander si vous connaissez les droits des personnes LGBT. On en parle tout de suite après. Est-ce que vous savez quels sont les droits LGBT pour les lesbiennes, les gays, les bisexuels, transsexuels? Qu'est-ce qui a changé pour eux? Il y a plus de... ils ont le mariage autorisé, genre les homosexuels. Et après, non, je crois pas. Pareil, je pense qu'il y en a eu, mais c'est tout petit. Par rapport, il y a eu du coup le mariage qui a été accepté dans beaucoup de pays, mais il y a encore des pays où c'est interdit et où c'est puni par la loi. Donc pareil, il y a eu des avancées, mais c'est pas des grandes avancées. Ça a commencé surtout en Hollande, je pense, avec des démonstrations que ce sont des humains qui ont les mêmes droits et les mêmes sens d'amour, mais pour autres personnes que les hétéros. Par rapport à autrefois, on est plus tolérant de nos jours, je trouve. Et aussi, le mariage, il a été autorisé aussi, légalisé. Après, c'est tout ce que je sais. Il y a eu en France, surtout le mariage entre... autrement, ouais, je pense que c'est ça, le mariage, et ils peuvent avoir quand même des enfants. Voilà. Les droits LGBT ont été en juin dernier au cœur d'un sommet européen à Bruxelles. Que s'est-il passé, Mathis ? Alors le 15 juin dernier, le Parlement hongrois a voté une loi interdisant la promotion de l'homosexualité ou du changement de sexe auprès des mineurs. Les chefs d'État et de gouvernement réunis à Bruxelles dans les jours qui ont suivi ont dénoncé une politique contraire aux valeurs de l'Europe. Le Premier ministre néerlandais a même sommé le pays de respecter les droits LGBT ou bien de quitter l'Union. Olivier Janouix, depuis 1999, l'Union européenne a le pouvoir d'agir en cas de discrimination fondée sur l'orientation sexuelle. Différentes dispositions ont été adoptées par le traité d'Amsterdam, n'est-ce pas ? Alors effectivement, et il faut bien comprendre en fait l'apport que a fait le traité d'Amsterdam en la matière, parce que le traité d'Amsterdam fait rentrer la question de l'égalité, notamment en matière, du moins l'égalité de traitement en matière d'orientation sexuelle, dans les traités européens. Donc, grosso modo, à partir de là, ce qui va se passer, alors c'est l'article 13 du traité d'Amsterdam, qui dit grosso modo le Conseil statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, bon blablabla, je passe une partie de la procédure législative. Donc le Conseil peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. Et en fait, cet ajout va donc permettre à l'Union européenne de pouvoir
agir concrètement dans la question de l'égalité de traitement en matière d'orientation sexuelle et de pouvoir prendre des actes juridiques afin de pouvoir créer des droits, garantir des droits, protéger et protéger notamment les minorités LGBT. Et donc, par exemple, on a eu notamment le cas où en fait on va avoir l'Union européenne qui va créer des textes spécifiques et qui va aussi modifier après d'autres textes. Par exemple, en matière de textes créés, on a une première directive qui est la directive 2078-CE qui va en fait porter sur la création d'un cadre général de traitement en matière d'emploi et de travail, notamment pour les personnes LGBT, en fait, qui va avoir pour objectif en fait de commencer à les inclure, du moins de forcer les États à commencer à inclure du moins créer des stratégies positives pour pouvoir inclure les LGBT les minorités LGBT donc dans leur législation nationale, et aussi par exemple en matière de directives qui ont été modifiées. On a notamment par exemple une directive de 2006 sur la question de l'égalité de traitement, alors à la base qui était pour l'égalité homme-femme, et en fait c'est que cette directive on va la modifier et en fait on va élargir son champ d'application pour pouvoir intégrer les minorités LGBT. Donc déjà on élargit son champ d'application concernant le public qui est concerné, et on va aussi élargir son champ d'application matériel, où en fait à la base cette directive ne concernait que spécifiquement la question de la rémunération, et là on va notamment intégrer la question de l'égalité des chances en matière d'accès à l'emploi. Oui, quelles sont les sanctions possibles contre les États comme la Hongrie, qui Mathis tout à l'heure a précisé, qui ne respecteraient pas certains fondements de l'Union européenne? Alors, il y a 3 types de sanctions. Il y a des sanctions politiques, il y a des sanctions financières et il y a des sanctions juridiques. Alors, concernant les sanctions politiques, l'Union européenne, elle dispose dans son traité sur l'Union européenne d'un article 7, et cet article permet de sanctionner en fait un État qui ne respecterait pas les valeurs fondamentales de l'Union européenne. Alors, je vous épargne la procédure parce qu'elle est très longue, mais si la procédure elle est menée à son terme, elle peut aboutir en fait à une suspension de certains droits du pays dont il bénéficie du fait qu'il soit membre de l'Union européenne. Alors dit comme ça a l'air assez vague, mais généralement ce qu'on considère c'est que la sanction qui est la plus communément admise, c'est la suspension du droit de vote du pays au sein du Conseil de l'Union européenne. Ce qui veut dire que si cet article est déclenché et si la procédure de l'article est menée jusqu'au bout, un État membre de l'Union européenne, s'il décide de violer les droits fondamentaux de l'Union européenne, ne pourrait plus donner voix au chapitre lorsque un texte au niveau européen est en train de passer lors d'une procédure législative. Et on peut avoir des textes parfois très importants qui sont votés, ça peut avoir donc tout de suite un intérêt coercitif assez fort. On peut aussi avoir en fait des sanctions économiques. Alors au niveau des sanctions économiques, en fait là c'est une nouveauté qui a été permise grâce à ce qu'on appelle le cadre financier pluriannuel 2021-2027. Grosso modo, c'est le budget de l'Union européenne sur la période 2021-2027, et au niveau de ce cadre financier pluriannuel, on a mis en place un mécanisme de conditionnalité lié à l'état de droit. Et en fait, via ce mécanisme, donc un État européen qui ne respecterait pas les règles de l'état de droit peut perdre à terme l'accès en fait au financement européen qu'il reçoit. Donc grosso modo, la manne européenne représentée par le FSE, le FEDER, FEADER et ainsi de suite, cette manne financière grosso modo s'arrête, et ça peut avoir en fait un impact très fort, notamment pour les pays bénéficiaires, alors pour ce qu'on appelle les pays bénéficiaires nets comme la Hongrie, c'est-à-dire des pays qui reçoivent plus de la part de l'Union européenne de subventions européennes que ce que eux y contribuent en termes de contribution nationale. Et en fait ça peut avoir un intérêt extrêmement fort parce que ça peut retarder ou bloquer la réalisation de certains projets au niveau national, régional ou local, et créer du mécontentement. Et enfin on peut avoir des sanctions juridiques parce que tout simplement les citoyens
membres, les citoyens européens membres donc d'un État qui ne respecterait pas donc justement ces obligations européennes, peuvent tenter en fait de contester une législation, peuvent tenter de contester une législation nationale sur la base de ce qu'on appelle un contrôle de conventionnalité. Donc concrètement, c'est dire qu'une loi nationale est contraire à une convention internationale qu'un État a signée, ratifiée et applique. Et pour faire un peu de droit dans l'ordre juridique international, l'Union européenne s'est considérée comme une organisation internationale, donc grosso modo comme une convention internationale, et donc ces règles, l'application de ces règles, ça relève donc du contrôle de conventionnalité. Et donc ce qui peut se passer, c'est qu'un citoyen peut déjà commencer à contester la législation qui lui poserait un souci. Donc là, ça pourrait être la législation anti-LGBT dans le cadre de la Hongrie. Donc un citoyen hongrois pourrait tout à fait commencer à la contester au niveau national. Alors, il y a de très fortes chances que ça ne soit que la personne soit déboutée, donc que ça soit en instance, en appel et en échelon de cassation. Mais comme on va agir, comme la personne va pouvoir se prévaloir des règles européennes, que ce soit des règles de l'Union européenne ou du Conseil de l'Europe, ça lui offre la possibilité d'avoir un recours supplémentaire devant soit la Cour de justice de l'Union européenne, soit devant la Cour européenne des droits de l'homme, et donc d'avoir cet échelon de recours supplémentaire. Donc ça lui offre de nouveau une possibilité supplémentaire de pouvoir faire annuler une loi. Et si elle arrive à faire annuler une loi, ce qui est déjà arrivé par le passé, non seulement elle peut obtenir par exemple une réparation de la part de l'État membre, mais elle peut aussi demander à ce que l'État membre soit contraint à payer des astreintes par jour de retard. Donc concrètement, un État peut être obligé de payer une certaine somme par jour de retard tant qu'il n'abroge pas une loi qui poserait problème. Et on rappelle que la loi hongroise a été dénoncée comme une loi discriminatoire par les pays d'Europe, Union européenne. Vous voulez dire quelques mots par rapport à ça ? Alors effectivement, c'est une loi qui a été qualifiée de discriminatoire. Alors, elle a été notamment pointée par 17 pays européens lors du dernier conseil européen. Et on a notamment la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui a eu une prise de position assez forte pour qualifier cette loi de honte. Et alors, actuellement, au niveau de l'Union européenne, ce qui se passe, c'est qu'avant de pouvoir commencer à sanctionner un État, on lui demande déjà d'essayer de la réparer. Donc là, en fait, on est dans une phase qui est dite pré-contentieuse. Mais actuellement, au niveau de l'Union européenne, les institutions européennes, notamment la Commission et le Parlement européen, se sont saisis du sujet. On va le voir à présent avec ce témoignage. Il est parfois plus facile dans certains pays de vivre son homosexualité. Écoutez Stéphane, il est français et il est parti dans le sud de l'Espagne avec Erasmus+. Bonjour à toutes et à tous, je suis Stéphane, j'ai 22 ans et je suis ravi de vous faire cette vidéo pour Parlons d'Europe au sujet de la communauté LGBT en Espagne. Je suis gay et fier de l'être et je vis depuis maintenant 5 mois en Espagne, donc je peux vous parler de mon expérience et surtout la comparer à celle de France. Donc ici je me sens libre, je ne me sens pas jugé, les gens m'acceptent comme je suis, les médias en parlent ouvertement, la population n'a pas peur. Dans les rues, ils n'ont pas peur. Ce qu'il faut savoir surtout, c'est que c'est le 3e pays d'Europe le plus ouvert en termes de mariage homosexuel, qui a été d'ailleurs adopté en 2005, avec aussi l'adoption. Vraiment, je me sens bien, que ce soit dans le cadre professionnel, que ce soit dans le cadre personnel. Je ne me sens pas jugé ici, et je n'ai pas eu un jour de triste donc depuis mes 5 mois ici à Malaga. Je suis vraiment ravi d'avoir vécu ça et je pense réellement que je suis fait pour vivre ici en Espagne parce que je peux m'habiller comme je veux, je peux parler comme je veux, je peux rencontrer qui je veux sans qu'on te juge, sans qu'on t'agresse, sans qu'on t'insulte. Et ça, c'est ce que j'attendais réellement. Et malheureusement, je ne le retrouve pas en France et je trouve ça horrible. Horrible parce que on est des êtres humains, on ne mange pas, on ne mord pas. Voilà, c'est des sentiments qui ne s'expliquent pas. Et ici, en fait, voilà, je me sens moi et
j'ai comme l'impression que tout le monde me comprend. Donc vraiment, c'est une expérience à vivre au moins une fois dans sa vie. Si vous aussi, vous ne vous assumez pas, testez l'Espagne. Vous verrez que vous ne serez pas déçus. Et en tout cas, voilà. Merci à vous pour votre écoute et à très bientôt. Olivier, pouvez-vous nous rappeler ce que fait l'Union européenne pour les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres? Alors jusque-là, l'Union européenne agissait surtout en matière d'égalité d'accès pour le travail. Donc, comme on l'a vu précédemment, pour le moment, l'action de l'Union européenne s'est principalement concentrée, donc, comme je vous disais, sur l'égalité d'accès, sur l'égalité des chances pour pouvoir trouver un travail. Mais avec l'entrée en vigueur de la nouvelle Commission européenne, l'Union européenne a décidé en fait d'aller un peu plus loin parce qu'on s'est rendu compte que cette législation n'est absolument pas suffisante et que certains États ne souhaitent pas non plus avancer en la matière. Et donc l'Union européenne a présenté en 2020 sa stratégie concernant l'union de l'égalité. Et en fait, cette union de l'égalité, elle va reposer sur 4 piliers. On va avoir un premier pilier qui va être centré sur la lutte contre les discriminations. Donc concrètement, là, l'Union européenne va être amenée... Alors, en 2021 ou 2022, tout dépendra du temps législatif. La Commission européenne en fait, va être amenée à présenter en fait, un ensemble d'initiatives législatives visant à renforcer les pouvoirs des organismes notamment en matière d'égalité de traitement. Et ce renforcement devrait se faire aussi bien dans le monde physique qu'en ligne. Donc, par exemple, imaginons un organisme qui serait amené à sanctionner des propos haineux, que ça soit dans la sphère physique, donc dans les journaux papier ou ainsi de suite, ou dans la sphère numérique, en ligne sur les réseaux sociaux, Internet et ainsi de suite. Donc, un tel organisme pourrait voir ses pouvoirs de contrôle et de sanction renforcés. Deuxième pilier qui va être poussé par la Commission européenne, c'est un pilier qui va être orienté sur la question en fait, de la garantie de la sécurité. Une très grosse difficulté qu'on a actuellement, c'est que peu de personnes ayant été victimes d'une discrimination LGBT signalent le fait qu'elle a été victime d'une discrimination. Si l'Agence des droits fondamentaux indique que à peu près 40%, 43% si ma mémoire est bonne, que si plus de 40% des personnes estiment avoir été victimes d'un acte de discrimination, on considère qu'en fait le chiffre réel est beaucoup plus important. Et donc on va déjà essayer de faire en sorte que les gens n'aient plus peur de porter plainte. Et en la matière, au niveau européen, l'Union européenne va essayer en fait de présenter une initiative visant à allonger ce qu'on appelle la liste des infractions pénales de l'Union européenne pour y intégrer notamment les crimes de haine, et les discours haineux. Donc, grosso modo, ça veut dire forcer les États à faire en sorte que une discrimination anti-LGBT soit considérée, du moins relève d'un certain type d'infraction et qu'elle soit sanctionnée d'un certain type de peine. Troisième pilier qu'on va avoir, ça va être qui va porter en fait sur la protection des familles arc-en-ciel. Et en fait là, il s'agira de travailler sur la reconnaissance mutuelle entre les États membres de la parentalité et d'étudier l'adoption de mesures susceptibles de reconnaître la reconnaissance mutuelle de partenaires de même genre entre les États membres. Alors, il ne s'agit pas en fait de reconnaître un droit au mariage homosexuel dans tous les pays membres de l'Union européenne ou de reconnaître un droit à l'adoption pour les couples gays ou les couples LGBT dans toute l'Union européenne, parce que là, en fait, on reste sur des questions sociales et c'est une compétence qui relève des États. Cependant, ce qu'on va essayer de faire en sorte, c'est que un mariage qui a été légalement contracté dans un État membre de l'Union européenne, un mariage, quand on se marie ou qu'on fait une adoption, ça crée des droits. Ça crée des liens juridiques et on va essayer de faire en sorte que ces conséquences juridiques donc, de ce mariage ou de cette adoption qui a été légalement effectuée dans un autre État membre, dans un État membre de l'Union européenne, donc que ces effets juridiques puissent être
reconnue dans un autre État membre de l'Union européenne. Et donc, par exemple, que ce soit en termes de protection de la santé pour un conjoint qui, dans un pays bénéficié, qui reposait sur la sécurité sociale d'un autre de son conjoint, pareil en matière de dette ou sur les questions d'autorité parentale, notamment pour les enfants. Donc, on va essayer comme ça en fait de faire de la reconnaissance mutuelle entre les États. Et dernier pilier sur lequel l'Union européenne souhaite agir, c'est la question de l'égalité des personnes LGBT dans le monde. Et là, concrètement, ce qui va se passer, c'est que la Commission européenne va mobiliser plusieurs de ses financements européens destinés aux pays tiers, donc aux pays non membres de l'Union européenne, comme par exemple l'instrument de préadhésion ou l'instrument de voisinage, afin de soutenir en fait des actions en faveur des communautés LGBT dans ces pays tiers. Donc, ça soit par exemple des campagnes de sensibilisation ou des actions de prévention. Oui, merci Olivier Janoueix. Je rappelle que vous êtes responsable d'Europe Direct Saint-Germain-en-Laye. On va voir maintenant avec vous, Mathis, quelques-unes des avancées réalisées ces dernières années. Oui, Sarah, 69% des Européens estiment que le mariage homosexuel devrait être autorisé dans l'ensemble de l'Europe. Un mariage qui n'est pas autorisé partout, comme nous l'explique Martin, un étudiant en journalisme à l'IUT Clermont-Auvergne. En Europe, le mariage homosexuel ne fait pas l'unanimité. Aujourd'hui, 13 pays de l'Union européenne l'ont légalisé. Il s'agit entre autres des Pays-Bas, premier pays à l'avoir autorisé en 2001, de l'Allemagne, de la France en 2013 ou encore de l'Autriche, dernier État européen en date à avoir légalisé le mariage homosexuel. En 2015, l'Irlande est devenue le premier pays au monde à le légaliser par référendum, après que 61,2% des votants aient voté pour. Dans ces États donc, les couples homosexuels ont les mêmes droits que les couples hétérosexuels. D'autres pays, à l'image de la Norvège en 2009 et de l'Islande en 2010, ont reconnu le mariage homosexuel. Les pays de l'Europe du Nord et de l'Ouest le soutiennent donc globalement, à l'inverse des pays de l'Est où l'opinion publique le rejette. En 2015, par exemple, les habitants de la Slovénie avaient rejeté par référendum le projet de loi visant à légaliser le mariage homosexuel. Un autre droit, celui d'adopter. Depuis 2008, il n'est plus possible de refuser une adoption sur le seul motif que le demandeur est homosexuel. L'adoption homoparentale, où et dans quelles conditions? Les réponses de Thomas de l'association HF Prévention. En France, l'adoption homoparentale est possible depuis la loi du 17 mai 2013, qui couvre également par la même occasion le mariage pour le même sexe. Les conditions en France, comme dans la plupart des pays d'Europe. Être marié depuis plus de 2 ans, avoir plus de 28 ans, avoir plus de 15 ans d'écart entre les parents ou le parent avec l'adopté. L'agrément de l'adoption. Avoir obtenu l'accord au préalable du président du conseil régional. En Europe, les premiers pays à avoir autorisé l'adoption homoparentale sont les Pays-Bas en 2001. Les autres pays européens peuvent aussi avoir validé l'adoption homoparentale, qui est la Belgique en 2006, l'Espagne en 2005, le Danemark en 2010, la France en 2013 et le Portugal en 2016. Les pays membres de l'Union européenne autorisent aussi l'adoption homoparentale vers l'international, comme le Brésil, la Colombie, le Mexique dans certains États, type Mexico City ou Puebla. Le coût d'une adoption à l'international varie pour certains pays. Le coût est entre 10 000 € et 20 000 € pour les frais juridiques, les frais de voyage, les frais d'orphelinat ou les frais médicaux. Parlons d'Europe, vos questions. La suite de cette émission Parlons d'Europe à présent. Rémi Gastilli, président de Gaylib et cofondateur de LGBTI Liberals of Europe, répond aux questions que vous posez. Des questions relayées par Raphaël, Justine et Mathursan, des élèves du collège Blaise Pascal de Plaisir dans les Yvelines. Dans quel pays européen les discriminations envers les personnes LGBT sont-elles fréquentes ? Déjà, il faut savoir qu'il faut distinguer l'Union européenne du continent européen. Au sein de l'Union européenne, nous avons 2 pays qui sont particulièrement problématiques, à savoir la Pologne et la Hongrie, puisque nous avons des gouvernements qui sont particulièrement LGBTI-phobes. Le gouvernement polonais va inciter à discriminer ouvertement les personnes LGBTI sur l'ensemble du territoire et vont inciter à déclarer certains territoires comme zones anti-LGBT, ce qui est un non-sens
et ce qui est totalement illégal, surtout en regard du droit européen en termes de la protection des minorités. Quant à la Hongrie qui vient de proclamer en fait l'interdiction de la publicité pour les valeurs homosexuelles selon ce qui a été retranscrit, là pareil, nous sommes dans une pure illégalité, une pure enfreinte du droit européen et tout simplement de la dignité humaine. Ensuite, il y a des problèmes dans le reste du continent européen. Nous avons l'ONG ILGA Europe qui chaque année nous propose une carte en fait avec les pires pays, en fait un classement en fait des pays en termes de progrès des droits LGBTI, et on peut voir que chaque année la Turquie, l'Azerbaïdjan, la Russie naturellement, le Bélarus sont des pays où le simple fait d'être soupçonné d'être une personne LGBTI peut signifier un danger de mort, tout simplement. Les sanctions envers les pays européens où les personnes LGBT sont victimes de discrimination sont-elles suffisantes ? Nous avons tout l'arsenal qu'il faut. Maintenant, c'est du courage politique dont nous avons besoin. En réalité, les moyens d'action sur les pays membres de l'Union européenne, ce sont des sanctions financières. Non pas en termes d'amende, mais par exemple en termes d'exiger tout simplement que l'attribution des aides européennes soit conditionné donc au strict respect de toute la dignité humaine et de toutes les minorités. Sachant que la Hongrie et la Pologne sont des très larges bénéficiaires des aides européennes, ce serait un moyen efficace pour les inciter à stopper purement et simplement toutes ces discriminations, sachant que nous avons des pays qu'ils soient à l'intérieur de l'Union européenne ou qu'ils soient candidats à l'Union européenne, qui ont compris très rapidement que c'était largement en leur défaveur, principalement pour ces sanctions financières ou ces sanctions en termes d'aide, d'arrêter en fait toute discrimination d'ordre national ou même territorial vis-à-vis des personnes LGBTI, mais cela va de même pour n'importe quelle minorité, qu'elle soit religieuse ou ethnique par exemple. Pourquoi les personnes LGBT n'ont-elles pas les mêmes droits dans tous les pays européens ? Eh bien, en fait, c'est comme ça que le droit européen est construit. On parle d'une construction européenne et nous avons construit l'Union européenne petit à petit, d'abord sur l'économie, pour avoir une union plus politique depuis 1992. Donc aujourd'hui, il est tout à fait compatible avec le droit européen de ne pas avoir de mariage homosexuel, d'adoption homosexuelle, etc. En revanche, porter atteinte directement à l'intégrité physique des personnes LGBTI, ça c'est parfaitement interdit par l'Union européenne. Donc aujourd'hui, nous allons avoir certaines situations qui vont de la protection totale des personnes LGBTI à l'absence totale. Sans aller dans une répartition Est-Ouest un peu trop traditionnelle, on peut voir rien que même dans les pays occidentaux que deux pays, en l'occurrence l'Italie et la Grèce, n'ont pas de mariage, n'ont pas d'adoption pour les couples de même sexe, alors que tous les autres pays de l'ex-Europe de l'Ouest ont le mariage et l'adoption. Vous allez avoir des pays qui ont adopté une union civile à l'Est. Nous avons des pays vont être beaucoup plus tolérants vers les personnes trans, par exemple, et des pays qui ne le sont pas. Tout ça, du moment qu'il n'y a pas de discrimination encouragée et systématique, c'est en compatibilité avec le droit européen, hélas. Et c'est ce qu'il faut changer. Il faut véritablement que l'on puisse avoir le même droit dans toute l'Union européenne. C'est ce qu'a reconnu la Cour européenne de justice, notamment dans le cas du mariage homosexuel, puisque si vous êtes marié dans un État, vous êtes censé avoir la même protection dans un autre État, mais vous ne pouvez pas vous marier dans un État où le mariage homosexuel est interdit, par exemple. Quels sont les pays européens les plus gay-friendly, où les personnes LGBT ont le plus de droits? Donc il faut d'abord définir quels sont les critères qui font qu'un pays est gay-friendly. Ça va être d'abord le mariage et l'adoption pour les couples de même sexe afin de faire famille. Ça va être pour les personnes trans, les facilités à changer son état civil et le remboursement des opérations chirurgicales et le traitement hormonal. Ça va être pour les personnes intersexes, l'interdiction des mutilations génitales dès la naissance, ou pour les enfants, pas en âge de consentir. Du coup, vous allez avoir des pays où le débat est très explicite et très avancé. Donc par exemple, vous allez avoir des pays comme l'Allemagne où il va y avoir un débat sur est-ce que nous avons besoin
d'un troisième sexe sur nos papiers d'identité ou l'absence de cette mention sur nos papiers d'identité. Donc on ne peut pas dire qu'il y a un pays plus gay-friendly que l'autre. On va parler parce qu'il faut prendre la totalité des critères. Donc il faut voir le droit, mais il faut voir aussi la société. Vous allez avoir des pays où il est parfaitement normal d'être un homme ou une femme politique LGBTI et même de diriger le pays. Actuellement, vous avez le Luxembourg qui est dirigé par un homme ouvertement homosexuel, tout comme la Belgique l'était il y a encore quelques années, et l'Islande par sa première ministre il y a quelques années encore. Vous avez toujours sur la Belgique un signal d'ouverture extraordinaire avec la première ministre trans, Petra de Sutter, qui est une ancienne députée européenne verte. Et pourquoi on peut qualifier la Belgique de pays particulièrement LGBT-friendly? C'est tout simplement parce que quand Petra de Sutter a été nommée ministre, on ne peut pas dire qu'il y ait eu une opposition particulière, et on peut même dire que tout le monde s'en fichait. Non pas pour des raisons politiques, mais parce que c'est parfaitement normal. Là où en France, on a eu pour la première fois une maire ouvertement transgenre qui était élue en 2020, nous avons eu beaucoup de retours positifs, mais c'était quand même une surprise. C'est le moment où l'inclusion des personnes LGBT dans la société est parfaitement commun que vous allez avoir un État, voire parfaitement LGBT-friendly. Donc vous pouvez naturellement citer la Suède, les pays scandinaves sont particulièrement en pointe sur ces sujets-là, sachant que nous avons des sociétés qui peuvent être à la fois conservatrices parce que particulièrement attachées à leur religion, l'Espagne et le Portugal par exemple, et qui au final sont particulièrement progressistes. L'Espagne et le Portugal ont ouvert le mariage à l'adoption bien avant la France. L'Irlande aujourd'hui, l'Irlande a ouvert le mariage et l'adoption après la France, mais par référendum. Ce qui est un signal très fort d'ouverture du peuple entier à ces questions-là. Donc c'est aussi ce paramètre qu'il faut prendre en compte aujourd'hui. Ce n'est plus juste donc le droit, les personnalités, mais aussi l'ouverture globale du peuple. Quels sont les exemples à suivre et dans quel pays d'Europe? Le premier contre-exemple, si je puis me permettre d'abord de commencer par ça, ça reste la France. Avoir ouvert le débat sur le mariage pour tous et de l'avoir fait traîner, n'a pu faire que monter artificiellement l'homophobie qui n'existait pas vraiment en France. Le phénomène de la manif pour tous était un phénomène d'utilisation des droits d'une minorité contre le gouvernement. Donc, la première chose à faire, c'est ne surtout pas avoir des débats qui traînent, sinon on n'est pas sûr de pouvoir arriver d'avoir gain de cause, et on n'est pas sûr d'avoir une société sereine après ces débats. On peut comparer la France et le Royaume-Uni sur ce sujet-là, bien que le Royaume-Uni soit plus dans l'Union européenne. Le Royaume-Uni a ouvert le mariage après la France, a eu un débat encore plus court que le nôtre, et c'est passé comme une lettre à la poste. Ensuite, comme d'autres exemples, on ne peut pas généraliser. C'est bien ça le problème. Si on prend par opposition les pays nordiques et les pays latins, vous allez avoir des pays nordiques qui ont ouvert le mariage et l'adoption très facilement, et des pays latins qui l'ont ouvert très facilement, et vous allez avoir des pays nordiques qui sont encore en retard, et des pays latins qui sont encore en retard. Donc il n'y a pas vraiment de modèle à ça, hélas. C'est le seul moyen que l'on a, c'est de soutenir les ONG au niveau local pour qu'elles puissent faire le travail de sensibilisation, que ce soit auprès des élus, que ce soit auprès des citoyens, mais il n'y a pas de modèle particulier pour avoir un pays LGBT-friendly. L'exemple le plus flagrant reste Malte, qui était, il y a encore 10, 15 ans, très en arrière sur ces sujets-là, et qui, maintenant, est l'un des plus progressistes en Europe sur ces thématiques. Une nouvelle série de questions-réponses à présent. Oui, Sarah, c'est au tour maintenant d'Evelyn Regner, l'eurodéputée autrichienne, est présidente de la Commission des droits des femmes et de l'égalité des genres, et de Irène Toléré, l'eurodéputée française, qui est membre suppléante de la Commission des droits des femmes et de l'égalité des genres. Pourquoi des couples gays peuvent-ils adopter dans certains pays de l'UE et pas dans d'autres? Des évolutions sont-elles prévues? Ça, c'est une question des législations nationales. Et donc, au niveau européen, nous avons les articles 2 et 3 du traité de l'Union européenne où les principes de non-discrimination sont vraiment des valeurs
européen. Et donc, on peut faire quelque chose sur les principes en général au niveau européen, mais malheureusement pas en ce qui concerne les détails. Et donc, il y a beaucoup de législations différentes dans les pays en Europe. Alors d'abord, il faut savoir que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons notre première commissaire à l'égalité qui vient de Malte, qui est le pays le plus en avance de notre Union sur le droit des LGBT. Et donc pour la première fois de l'histoire de notre Union, nous avons une stratégie en faveur des membres des LGBTQI et notamment qui pose la question du droit des familles homoparentales. Pour être extrêmement clair, on ne peut pas dans le même temps avoir un marché unique, avoir Erasmus et dire à tous les Européens « Allez, on est unis dans notre diversité et tout le monde peut circuler » et dans le même temps avoir une définition familiale qui est différente. Ça veut dire que concrètement, en ce moment, dans notre union, on peut avoir des parents hétérosexuels ou de même sexe qui ont des enfants qu'ils ont adoptés et qui, dans un pays de notre union, si cet enfant a un problème de maladie à l'école, ne vont pas avoir les mêmes droits par rapport à la gestion de la maladie ou de l'accident de leur enfant. C'est absolument inadmissible. Et justement, dans cette stratégie pour les LGBTQI, stratégie européenne, la commissaire a posé le principe d'un texte législatif majeur qui dit que quand on est parent dans un pays de notre Union, on est parent dans tous les pays de notre Union. C'est très important. Pourquoi le mariage homosexuel n'est pas reconnu dans tous les pays de l'Union européenne? Est-ce que cela peut changer? Si oui, comment? Ça peut changer parce qu'il y a des bons exemples. Voilà. En Belgique, on voit ça fonctionne bien. En Autriche, on voit ça fonctionne bien. Donc, ça, c'est une sorte de positive publicité. Voilà, ça, ce sont des exemples, on doit s'y suivre et on voit ça marche bien. Donc, j'espère qu'on peut inspirer les autres pays en Europe de faire la même chose. Alors, il y a deux sujets au travers du mot mariage. Donc, le mot mariage est un mot qui peut avoir une connotation religieuse. En revanche, le fait qu'un couple se forme et ait exactement les mêmes droits face à l'impôt, face à la famille, face à l'héritage, face au droit du travail, est essentiel pour l'égalité dans notre Union. Et du coup, dans un certain nombre de pays, nous avons ce que l'on appelle le mariage pour tous, mais en fait un contrat exactement comme un mariage qui a été mis en place pour que les familles LGBTQI qui souhaitent officialiser aient exactement les mêmes droits que des familles hétérosexuelles qui officialisent. En revanche, ce n'est pas encore le cas dans tous les pays de notre Union. C'est quelque chose qu'il faut vraiment faire avancer. Mais il faut faire avancer en sachant qu'un des freins, c'est la religion. C'est pour ça que j'ai dit mariage est peut-être pas le bon mot sur le texte, même si, à la fin, quand il s'agira de faire la fête avec les copains, ça sera la même. Pourquoi les droits parentaux des couples homosexuels ne sont-ils pas tous les mêmes dans tous les pays européens? Que peut faire l'Europe? On a culturellement, on part de points très différents. Nous avons des pays qui ont rejoint notre Union il y a moins longtemps et qui sont sortis du bloc soviétique. Être un pays qui était dans le bloc soviétique, c'était être un pays où il était complètement interdit d'aller à l'église. Il n'y a rien qui donne plus envie de faire quelque chose que ça soit complètement interdit. Donc depuis qu'ils sont sortis du bloc soviétique, ils se précipitent tous vers le fait religieux et ce fait religieux est contradictoire avec la reconnaissance de l'homosexualité ou la transsexualité ou tout simplement la sensibilité au genre. Hein, voilà. Donc, il faut bien se dire qu'on a des points de départ qui sont différents et donc il faut à tout prix sortir du fait religieux et venir dans le vrai sujet qui est d'abord la liberté, qui est une des valeurs fondamentales de notre union et puis aussi la reconnaissance du fait que certains sujets peuvent être des sujets qui sont liés à la santé et non pas aux droits fondamentaux. Et ce qui est important, c'est qu'un transgenre en conversion qui a besoin de son traitement hormonal
ce traitement, il est aussi important qu'une femme qui prend la pilule. Et il n'y a pas un qui est moins ou plus, qui offre plus ou moins de droits que l'autre. C'est la liberté des Européens de pouvoir maîtriser leur corps et de vivre leur vie comme ils l'entendent. Donc c'est important qu'on débug en disant on n'est pas en train d'essayer d'avoir un monde ouest ultra-libéral qui viendrait contrer un monde est ultra-catho. On est juste en train de dire que tous unis en tant qu'Européens, on doit pouvoir accès aux mêmes droits à la santé. Les personnes LGBT sont, dans certains pays de l'UE, victimes de discrimination. Existe-t-il des moyens de pression contre ces pays pour lutter contre la haine envers les personnes LGBT ? Oui, ça c'est vraiment un grand problème, surtout en Pologne. Et il y a des moyens. Il s'agit des valeurs, de principes de l'Union européenne, de respecter tout le monde. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ? Plus d'argent d'Europe pour ces pays-là, parce qu'il s'agit des droits fondamentaux. Et j'insiste, et tout le Parlement européen insiste, que la Commission européenne a une obligation de défendre les droits fondamentaux de la communauté LGBTIQ, donc de faire des mesures. Et sinon, on va aller devant la Cour de justice en Europe. C'est-à-dire c'est une obligation européenne et nous, les parlementaires d'Europe, on insiste de faire quelque chose. Donc plus d'argent pour les pays comme la Pologne quand ils ne respectent pas les droits de LGBTIQ. L'Union européenne est devenue une zone de liberté pour les personnes LGBT. Qu'est-ce que cela signifie ? Alors, la déclaration, cette résolution, c'est une déclaration symbolique. Alors, j'entends des gens qui disent « ouais, les symboles, c'est facile, il n'y a que ceux qui croient qu'ils sont contents ». Oui, mais derrière un symbole, il y a des actions. Et par exemple, derrière l'Union européenne qui s'est déclarée comme zone de liberté pour les LGBTQI, nous avons un certain nombre de collectivités territoriales qui commencent à faire exactement la même chose. Et derrière, qui peuvent aligner des budgets pour lutter contre la répression dont encore dans notre Union, les membres de la communauté LGBTQI peuvent subir. Ça peut être des choses très tendues dans des pays où il y a une volonté politique de leur nuire. Il y a du harcèlement, il y a des jeunes qui quittent la Pologne, voilà, qui se sentent très très mal dans leur pays. Mais ça peut aussi être le cas en France. Pendant le confinement, nous avons des jeunes qui ont été mis à la rue par leurs parents, puisque le confinement a donné l'occasion à leurs parents de découvrir que leur enfant était gay. Et qu'ils les ont mis dehors en plein confinement. Donc c'est important que être une collectivité territoriale qui se délibère pour dire qu'elle aussi est les zones de liberté pour les LGBTQI, la collectivité territoriale, elle a des budgets qu'elle peut aligner pour en gros avoir des refuges justement pour accueillir les jeunes qui seraient victimes de violences ou jetés à la rue par leur famille ou leurs proches. Former aussi les forces de police, puisque face aux violences homophobes, quand un jeune vient porter plainte à la gendarmerie ou à la police, nous avons un déficit de formation et donc le fait de porter plainte peut être très douloureux. Donc avoir ce que l'on appelle des rainbow desks dans toutes les gendarmeries ou les polices pour que les jeunes puissent porter plainte, ou pas les plus jeunes, ou enfin ceux qui subissent des violences homophobes. On peut aussi bien entendu, puisque c'est une compétence des régions, travailler sur les lycées ou des départements, travailler sur les collèges, pour qu'il y ait des discussions avec soit des gens issus des refuges, soit des jeunes migrants qui ont quitté un pays parce qu'ils risquaient la peine de mort parce qu'ils étaient membres de la communauté LGBTQI. Et donc avoir une sensibilité au genre auprès des plus jeunes dans leur lieu de formation. Toutes ces choses-là peuvent être financées par les collectivités territoriales qui se déclarent zone de liberté pour les LGBTQI. Donc on voit qu'un symbole européen peut devenir une politique très concrète localement pour tout le monde.
Voilà, vous en savez un peu plus maintenant sur ce que fait l'Europe pour lutter contre la haine et les discriminations anti-LGBT. Merci encore une fois à Justine, Mathursan et Raphaël du collège Blaise Pascal de Plaisir dans les Yvelines d'avoir relayé les questions que vous nous avez posées sur les réseaux sociaux. Et puis, vous le savez, une grande consultation citoyenne est en cours. Jusqu'au premier semestre 2022, vous êtes invités à vous exprimer et à imaginer l'Europe de demain. On vous rappelle l'adresse de la plateforme numérique futureu.europa.eu, plateforme mise en place à l'occasion de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Vous pourrez ainsi partager vos idées sur différents thèmes, changement climatique, santé, justice sociale et emploi, démocratie européenne, transformation numérique, etc. Merci Mathis. Parlons d'Europe, c'est terminé. Merci à l'équipe pour avoir préparé cette émission. On se retrouve très bientôt. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci Sarah, on espère avoir répondu aux principales questions que vous vous posez. Et n'oubliez pas de prolonger le débat sur nos réseaux sociaux. C'était Parlons d'Europe sur Sensation. Plus d'infos sur maisoneurope78.eu.